Marine Le Pen, vous êtes l'invitée du grand rendez-vous ce dimanche. Bienvenue parmi nous et bonjour. Merci, bonjour. La semaine qui vient est importante pour la France, pour son économie, son indépendance, son image, sa politique et probablement son avenir. Michaël Darmon, dit Télé, Françoise Fressos du journal Le Monde, dont c'est la première participation avec nous, bienvenue, constate avec moi que vous préparez le congrès du Front National le 29 novembre, son projet, son organigramme. Vous vous battez depuis longtemps avec conviction et vous vous battez pour gagner et pour gouverner le pays, et souvent vous dites que vous êtes prête. Eh bien, ce matin, nous allons prendre cette hypothèse. Vous êtes élu et vous avez le pouvoir. Vous avez vraiment le pouvoir. Mercredi, Bruxelles attend le budget 2015 de la France. Un gouvernement Front National se présente-t-il devant la Commission de Bruxelles ? Moi, je considère que ce traité budgétaire qui a été imposé par l'UMP, le PS et l'UDI, c'est eux qui ont voté l'obligation de soumettre, comme des enfants, notre budget à l'Union européenne. Avec 27 pays européens aussi. Profondément scandaleux. Que l'on puisse envisager, qu'elle puisse envisager cette commission d'ailleurs de retoquer notre budget. Ou de faire des remarques. Elle ne retoque pas, elle fait des remarques. Oui, enfin d'accord, elle fait des remarques. Elle nous impose sous peine de sanctions qui peuvent s'élever à des milliards d'euros. Mais c'est un traité que nous avons signé. Non, mais pas nous avons traité. L'UMP, le PS et l'UDI l'ont signé. Car tout cela est la conséquence encore une fois, d'un traité dont vous savez pertinemment qu'il a été imposé aux Français contre leur volonté. Est-ce que vous l'envoyez ou pas ce non, budget ? Non, mais je ne l'envoie pas, non. Je vais à l'Union européenne lui dire que dans 6 mois, il y aura un référendum, que les Français seront interrogés sur le fait de rester ou de sortir de l'Union européenne. Dans les 6 mois qui précéderont ce référendum, j'irai voir les institutions européennes en leur disant, écoutez, soit vous vous réformez et vous nous rendez notre souveraineté territoriale, c'est-à-dire la suppression de Schengen, monétaire, économique et législative, pour que les Français soient à nouveau un peuple libre. Telle qu'elle est n'existe pas pour Marine Le Pen. Soit européenne, je proposerai aux Français d'en sortir, car il est impossible de régler aucun des problèmes qui sont ceux de la France en restant enfermés dans le carcan des normes européennes. Non, il faut que les Français s'en rendent compte. Une précision. Vous dites un référendum 6 mois après l'élection présidentielle. C'est-à-dire que si jamais vous étiez élu, ça ne veut pas dire en même temps que votre politique européenne serait consacrée par les Français. Il faudrait un deuxième test qui serait le référendum ? Ça veut dire que moi, je suis respectueuse de la souveraineté du peuple français. C'est le peuple français qui doit décider sur un sujet, à travers la présidentielle. sur un sujet aussi important que celui-là. Encore une fois, si les négociations que je propose à l'Union européenne n'ont pas d'écho, eh bien, j'expliquerai aux Français que je ne peux pas mener la politique pour laquelle ils m'ont élu dans le cadre de l'Union européenne. Prenons un exemple, parce que on va comprendre. Il n'y a pas de budget, Madame Le Pen. Mais non, mais écoutez, le budget, parce que vous croyez très honnêtement qu'il n'y a pas de budget parce que l'Union européenne nous tense. Bien sûr qu'il y aura un budget, et on se moquera des protestations de l'Union européenne. Voilà ce qui se passera. Prenons un exemple qui est celui de l'immigration, parce que chacun va comprendre. Comment voulez-vous que je règle le problème de l'immigration si je n'ai pas la maîtrise de mes frontières ? Comment voulez-vous que je règle le problème de l'immigration lorsque l'Union européenne m'explique qu'avec la liberté de circulation dans l'ensemble des pays, n'importe quel clandestin qui obtient un papier dans n'importe lequel de l'ensemble, mais laissez-moi terminer, des pays de l'Union européenne a donc le droit de venir s'installer en Marine France. Le Pen, c'est que pour avoir la maîtrise des frontières, comme vous dites, et bien tout d'un coup, il va falloir nommer, payer et entretenir des milliers de douaniers français sur un alors que le budget et les recettes sont exempts. Comment vous faites pour simplement gonfler le budget ? Ça s'appelle le sens des priorités. Il y a une priorité. Michaël Darmon veut dire qu'il y a, il dit des milliers de douaniers. Il y a 50 000 douaniers en plus. Soyons précis. Michaël Darmon, il oublie une chose, c'est qu'il faut mettre en place une politique dissuasive d'immigration. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas régler le problème de l'immigration tant que notre pays sera aussi attractif à l'immigration, tant que les aides qui seront accordées à ceux qui arrivent sur le territoire font que l'arrivée est irrépressible en quelque sorte. Le budget, c'est quand même des dépenses, des recettes. Vous dites, il faut changer l'immigration, vous arrivez, vous dites, je ne vais pas à Bruxelles, vous vous retrouvez avec du déficit. Comment est-ce que vous faites ? Vous avez un affolement des marchés financiers, une augmentation du coût de la dette. Écoutez, comment est-ce que vous faites ? Très honnêtement, ça fait 30 ans que vous nous vendez ça.
D'accord? Voilà. Moi, je remets en cause votre compétence et celle de tous les économistes et les politiques qui nous ont enfermés dans ce triangle des Bermudes. Ça fait 30 ans que vous nous vendez la sauce ultralibérale en nous expliquant qu'il faut absolument mettre en place l'austérité et ça fait quelques semaines et ça fait quelques années qu'on commence à se faire manger à la sauce. Mais laissez-moi terminer une phrase parce que les gens qui nous écoutent vont rien comprendre. Mais quand ils ont entendu la même chanson depuis 30 ans aussi, est-ce qu'elle marche? Oui ou non? Réponse, elle ne fonctionne pas. Plus on fait de l'austérité, plus on contracte, plus on entraîne une augmentation des déficits et une augmentation de la dette. Nonobstant, Madame Fréjus, ça devrait vous intéresser. Le Fonds monétaire international est d'accord avec vous aujourd'hui. Nonobstant l'immense souffrance sociale que ça engendre. Ah, le FMI se met à être d'accord avec moi. Joie, bonheur, et François Hollande, pas d'austérité qui bloque la croissance. Vous voyez? Est-ce que vous demandez aujourd'hui... Mais ils ont toujours raison trop tard. Et le mal est fait. Et je ne crois pas que le FMI à lui tout seul soit capable d'impulser un changement radical de politique de la part de l'Union européenne. Et c'est bien malheureux d'ailleurs. Marine Le Pen, qu'aujourd'hui vous demandez au gouvernement Valls, à François Hollande, de pratiquer ce qu'on pourrait appeler la politique de la chaise vide? Non, ce que je voudrais, oui, si vous voulez, pas important. Ce que je voudrais, c'est qu'on mette en place. Ce que je voudrais, c'est qu'on retrouve notre liberté et qu'on mette en place des mesures urgentes en vue de recréer l'emploi. Alors lesquelles? Car l'immense majorité des déficits, c'est la conséquence du chômage. Si on règle le problème du chômage, et je le dis très officiellement sur votre antenne, on règle le problème des déficits en France. Le problème, c'est comment on le règle. Et l'on peut conserver notre système de protection sociale. C'est ça que je veux dire. Notre système de protection sociale, on peut le conserver. Moi, j'en ai soupé d'entendre, dans le cadre de la même doxa qui est indigeste, expliquer aux Français qu'ils ne travaillent pas assez, qu'ils sont trop payés, qu'ils sont trop soignés, que ceci, que cela. Ça n'est pas vrai. Si l'on règle le problème du chômage, on a réglé le problème des déficits pour une raison simple, c'est que le chômage s'est évalué à presque 100 milliards d'euros par an de coûts, un peu moins de la moitié qui sont les conséquences de l'indemnisation du chômage et le reste qui sont les pertes de recettes de cotisations pour l'État. Au début de l'émission, je disais, vous gouvernez. Les dépenses publiques représentent aujourd'hui quel pourcentage de la richesse nationale? Attendez. Qu'est-ce que ça représente et à combien vous les ramenez? On est dans les réalités. À combien vous les ramèneriez vous-même? Écoutez. D'abord, je vais... Non, mais parce que moi, je suis pas venu passer un examen, monsieur Elkabbach, vous me faites le coup à chaque fois. Moi, je suis là pour expliquer aux Français qu'on est dans un cercle vicieux, que je leur propose de revenir dans un cercle vertueux, qu'on ne peut pas régler les problèmes économiques sans avoir fait les constats. Les constats, c'est quoi? Nous sommes victimes d'une monnaie qui est trop forte et qui tue notre compétitivité parce que, par définition, ce que nous arrivons à produire est beaucoup trop cher par rapport à nos concurrents. Deuxièmement, nous sommes confrontés à un dumping social. Nous avons ouvert nos frontières et nous avons mis nos salariés, nos entreprises, notre agriculture en concurrence avec des pays qui, évidemment, produisant beaucoup moins cher et ne respectant pas les normes de sécurité et ne respectant pas les normes environnementale, crée une pression qui est absolument insupportable sur notre économie. On a aggravé d'ailleurs cela avec des directives type directive détachement des travailleurs. Alors oui, il y a des économies à faire. Ah, vous adorez ce mot-là, ça va vous rendre le sourire. Il y a des économies à faire. On l'a pas perdu depuis le début de l'émission. Il y a des économies à faire sur l'immigration. Il y a des économies à faire sur la fraude, sur la décentralisation. Il y a des économies à faire. Mais laissez-moi terminer ma phrase. Il y a des économies à faire. Essayons de renouveler le débat public. L'Union européenne. Il y a des économies à faire sur les plans de sauvetage de l'euro. Je vous signale qu'on a prêté 65 milliards à la Grèce. Permettez-moi de vous annoncer qu'on n'en reverra pas un fifre là. Donc la Grèce pouvait crever. Voilà. Elle pouvait. Mais et les Grecs avec. Mais ce ne sont pas... Il n'y a pas une solidarité européenne qui joue. Vous croyez encore que ce sont les Grecs qui ont touché l'argent? Mais vous êtes un grand naïf. Leurs armateurs et leur église, je sais. Et leurs banques.
Voilà, ce sont leurs banques qui ont touché l'argent. Ce ne sont pas les Grecs. Les Grecs, eux, ils sont en train de crever sous nos yeux sans que ça perturbe les grandes âmes qui, en général, nous expliquent qu'ils font du social. Vous voyez, eux, ils subissent 30% de chômage, eux, ils subissent la baisse de leur salaire. Est-ce que l'on peut avoir des réponses précises? Mais regardons la Grèce, parce que c'est exactement ce qui nous pend au nez. Des réponses précises et concrètes. Alors, oui, sur l'allocation chômage, justement. Alors, l'allocation chômage. Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de tabou. Il faut revoir le système. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Emmanuel Macron est un banquier. Les intérêts des banques sont contraires aux intérêts des peuples. Il n'est pas légitime pour dire qu'il y a une réforme de l'assurance chômage. Il est ministre de l'économie, Madame Le Pen. Oui, mais d'accord, mais c'est bien. Il a un bon avocat, Madame Fressoz, en votre personne. Mais il est banquier. Les intérêts. Moi, son premier avocat, c'est Manuel Valls d'abord. Non, parce que ce que vous dites n'est pas juste. Non, mais il n'y a pas que lui qui a parlé. Il y a Valls aussi qui l'a dit. Vous trouvez que c'est pas juste? C'est affreux, mon Dieu. Non, mais c'est pas. Ça me touche énormément. Moi, je vous dis qu'il défend. Valls qui en a parlé d'abord. Il défend l'intérêt des banques. L'intérêt des banques est contraire aux intérêts des peuples. Quand on aura compris cela, on comprendra pourquoi je m'oppose à la politique menée par l'Union européenne, qui est une politique au bénéfice des marchés financiers et des banques. Oui, donc la banque, elle veut quoi? Elle veut imposer à la France, non seulement d'ailleurs par l'intermédiaire de la Commission, elle veut nous dicter notre budget, mais elle veut nous dicter notre modèle social. Regardez d'ailleurs, elle veut la réforme du marché du travail. Elle veut nous dicter notre modèle d'organisation de société. Et moi, je m'oppose à cela, car moi, je défends notre modèle et la liberté du peuple français à choisir son propre modèle. Alors, on s'oppose à l'intérêt des banquiers et on défend l'intérêt du peuple. C'est ça la dignité d'un responsable politique. Vous pouvez l'intérêt des banques? Oui, mais bien sûr, mais tous. Tous, c'est fini. Parce que c'est lui qui a commencé à dire qu'il faut réformer l'assurance chômage. Ils ont tous enfermé la France dans un carcan dont l'intégralité de la politique est dictée par l'Union européenne et vise à ne pas défendre l'intérêt des peuples. Il n'y a pas de réforme à faire en France, c'est ça. Tout est à la faute des banquiers, tout est de la faute de l'Europe. On peut vous dire, attendez. Je viens de vous dire l'inverse. Bien sûr, il y a, encore une fois, des économies à faire. Bien sûr, on a ouvert totalement les vannes et on paye pour le monde entier. On n'a jamais lutté contre la fraude de manière sérieuse. Or, cette fraude, elle est très importante. Bien sûr, on continue à verser 20 milliards d'euros à l'Union européenne qui ne nous en rend que 13. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais en l'état, la politique d'austérité que l'on met en œuvre est une politique qui crée la récession. Et si compétente. Voilà. Comment on peut dire en France une politique d'austérité quand on a un déficit de 4,4 et qui sera l'année prochaine de 4,3? On vit à crédit. Par exemple, l'UNEDIC, non, mais l'assurance chômage, c'est 4 milliards de déficit et en dette cumulée, 22 milliards 3. On vit à crédit. Est-ce que ça peut durer, madame? Alors, vous proposez, comme tous les autres, de gérer la pénurie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la pénurie? Mais voilà, comme il y a trop de chômeurs, on va réduire l'indemnisation des chômeurs. Est-ce que ça va leur donner du boulot? Réponse non. Alors moi, ce que je veux, c'est leur donner du travail. Et pour ça, il faut retrouver la voie de la création de richesse. Il faut sortir de ce modèle économique qui est mortel et dont je vous explique qu'il va continuer à s'aggraver. Alors attendez, l'assurance chômage, on n'y touche pas. Par exemple, vous dites qu'il y a des contrôles qui sont nécessaires. D'ailleurs, François Rebsamen et d'autres disent qu'il faut faire attention à certaines fraudes sociales, il faut les repérer, les réduire. Sinon les supprimer. Vous parlez sans arrêt de fraude. Où sont-elles, les fraudes? Les fraudes sociales. Alors, je ne parle pas des fraudes fiscales, etc. Et des grands exilés fiscaux. Ceux-là, j'espère qu'on les attrape. Mais vous parlez des fraudes sociales. Il y a deux sortes de fraudes. Il y a les fraudes aux prestations et il y a les fraudes aux cotisations. Les fraudes aux prestations, on va se lancer dans un débat de chiffres. Moi, je regarde monsieur le rapport Tian, qui est un rapport parlementaire, l'évoque à 2 à 3 milliards par an. Le rapport du réseau européen de lutte contre la fraude et la corruption aux soins médicaux l'évalue à 10 milliards d'euros par an. Il y a des méthodes pour régler ce genre de difficultés. On avait d'ailleurs évoqué la carte biométrique, la carte vitale biométrique qui est restée en panne. Il y a une loi qui a été votée. Il y a une loi qui a été votée pour suspendre les prestations accordées à ceux qui ont fraudé et notamment qui se sont fait accorder des droits sur la base de faux documents. Cette loi n'est toujours pas mise en œuvre aujourd'hui. Et puis il y a la fraude aux cotisations. Dans cette fraude aux cotisations qui a augmenté, qui a quand même été doublée dans les 8 dernières
années, ce qui est considérable, il y a une énorme partie qui est précisément la fraude aux travailleurs détachés. Alors moi je dis il faut supprimer cette directive détachement des travailleurs. D'abord parce qu'elle crée une perte de recettes de cotisation pour l'État, ce qui est d'une stupidité inouïe, mais surtout elle crée une préférence étrangère pour les travailleurs étrangers, puisque les travailleurs étrangers qui viennent en France coûtent moins à l'entreprise que les travailleurs français. Le Pen, vous imaginez bien... Si vous faites l'addition, ça fait, selon vous, combien de fraudes sociales par an? Quel montant? Mais encore une fois... parce que là, vous dites des milliards. Bon, la Cour des comptes dit 20 milliards, mais la Cour des comptes dit... Vous dites mais non, combien? mais d'accord, mais écoutez, moi j'ai pas... Excusez-moi. Vous dites le rapport le rapport non, mais déjà 20 milliards, c'est pas mal, hein, non, je vous signale. Hein, bon, donc il y a au moins 20 milliards de fraude. Mais elle dit, en même temps, la Cour des comptes, que cette évaluation est probablement très sous-estimée. Alors, la fraude sociale et la fraude de cotisation, c'est aussi un vrai problème parce que ça crée une concurrence déloyale. Parce que les entreprises qui font du travail dissimulé, eh bien, elles ont un avantage compétitif sur les entreprises qui respectent la loi. Donc, c'est évidemment, comment dire, un très gros inconvénient sur le plan économique, mais c'est aussi moralement très condamnable. Alors, on va faire une pause et on vous retrouve avec intérêt. Marine Le Pen, nous avons tellement d'autres questions à vous poser. Marine Le Pen qui, si on l'a bien entendu tout à l'heure, si elle est aux commandes, n'envoie personne à Bruxelles qu'elle ne reconnaît pas, hein, cette Union européenne, et qui dénonce les fraudes sociales qui dépassent, avez-vous dit, les 20 milliards. Je n'ai pas dit que j'irais pas à Bruxelles, j'ai dit que j'irais pour négocier le retour de la liberté de la France. C'est-à-dire pour sortir la France de Bruxelles qu'on ne reconnaît pas. Non, pour retrouver notre liberté. D'accord, les 3% de déficit réserve, vous asseyez dessus, on s'en fiche. Mais écoutez... Non. Monsieur El-Kabbach, pourquoi est-ce que vous voulez absolument rester dans ce cadre-là? Moi, c'est une vraie question. Je vous écoute, c'est une vraie question. J'ai la réponse. Michael Darmon. La question, ce qui devrait vous intéresser, c'est savoir comment est-ce qu'on recrée de la richesse dans notre pays. Oui. Et moi, je dis qu'avec le programme... désendette de 2000 milliards. Moi, je vous dis qu'avec le projet économique... Ah oui, mais je peux vous dire qu'avec ce qu'on est en train de faire, jamais on ne commencera à rembourser ne serait-ce qu'un centime de notre dette. Pour une raison simple, monsieur Elkabbach, c'est que chaque année qui passe, les déficits s'aggravent. Et donc, chaque année qui passe, la dette s'aggrave. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas sortir de ce cercle... qu'il faut sortir de ce cercle vicieux. Or, le seul moyen, encore une fois, de résoudre les déficits, c'est de recréer de la richesse. Et moi, je dis... de Michael Darmon. Alors allons-y, on continue. Michael Darmon va poser la question qu'il doit poser. Avec le projet économique du Front National, nous arrivons à remettre en place une croissance de 3 à 4% par an. Sachant que 30% du PIB aujourd'hui est assuré par l'exportation des biens et des services. Ça change quoi? Au contraire. Au contraire, monsieur. Non mais au contraire. Au contraire, une monnaie moins forte, évidemment, va booster nos exportations. D'accord. Il y a deux députés UMP qui veulent une commission d'enquête parlementaire pour justement enquêter sur les familles qui sont parties faire le djihad et qui touchent encore les allocations familiales. Est-ce que le Front National soutient cette initiative? Mais ils sont gentils, ces UMP. Mais manifestent. Non, mais ils sont gentils. C'est la première fois que vous dites qu'ils sont gentils. Non, mais ils sont gentils, mais ils ne sont pas au niveau. Ouais, ils sont pas au niveau du problème. Le premier problème, c'est Schengen. Si on ne maîtrise pas nos frontières, on ne peut pas se préserver, évidemment. Mais sur la question posée par M. Mariani et Alain Marceau. Vous ne répondez pas aux questions directes. Là, c'est sur les allocations familiales. Par rapport à cette initiative-là. Non, mais je veux dire, c'est un problème dérisoire par rapport au problème de fond. Vous croyez que le fait de supprimer des allocations familiales, on peut être d'accord d'ailleurs, aux familles d'eux, ça va régler le problème fondamental du développement, du fondamentalisme islamique dans notre pays, de ceux qui reviennent aguerris, qui sont partis faire le djihad et qui vont revenir demain sans aucun contrôle puisque nous n'avons pas de frontières. Ça, c'est une manière de contrôle, l'absence totale de sérieux législatif dans les mesures qui devraient être prises pour lutter contre ces fondamentalistes. Et vous voulez me faire répondre sur une proposition dérisoire, mais c'est toujours le même problème, Madame Fressoz. On détourne l'attention des gens des vraies grandes mesures qui doivent être prises par des mesurettes pour amuser la galerie. Eh bien, moi, ça ne m'amuse pas. Très bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'écotaxe, c'est une mesurette, en fait. Le fait de faire payer les transporteurs routiers. Là, on n'y arrive pas. D'ailleurs, quand j'entends dire on suspend sine die, on a l'impression qu'on a peur de la sémantique. On ne dit pas si on suspend sine die, c'est qu'on supprime. Donc on supprime. C'est bien, je suis pour la suppression. Moi. Vous êtes pour la suppression. Oui. Et alors, qui paye? Paye Les pollueurs ne payent pas. Ceux qui usent les routes ne payent pas. Qui paye? Ah bah écoutez, ça tombe bien. Qui paye?
Écoutez, ça tombe bien, moi je suis pour faire payer les camions étrangers. Car, regardons un peu ce qui se passe. Le réseau routier français, il a quand même été payé par les Français. Il est utilisé, et c'est un peu normal compte tenu de notre situation géographique de la France, par énormément de véhicules qui sont des véhicules étrangers et qui ne contribuent pas à l'entretien de ce réseau alors même qu'ils l'utilisent. Donc moi, je pense que le premier bon sens serait de commencer par faire payer ceux des véhicules de l'étranger qui pourraient ainsi... Tous les camions d'étrangers, les camions qui pourraient ainsi contribuer. Oui, mais les Français, c'est normal, ils ont déjà payé, monsieur El Kabbach. Et faire payer les autoroutes, c'est pas une bonne solution. Oui, mais l'Union européenne l'interdit, pardon, j'avais complètement oublié. Payer les autoroutes, c'est pas une bonne solution. Voilà. Donc, on touche pas. Je pense qu'il faudrait renationaliser les sociétés d'autoroutes. Vous voyez, parce que je pense que les Français ont été victimes d'une très grave escroquerie. C'est M. de Villepin qui est à l'origine de cela. C'est-à-dire que les Français ont payé les autoroutes et à partir du moment où ça devenait rentable, on a privatisé. C'est pas merveilleux ça comme système. C'est la communautarisation des coûts et des risques et la privatisation des profits et de la rentabilité. Marine Le Pen, les sociétés d'autoroutes payent et le contribuable va avoir une augmentation quand il passera sur la route. C'est donc un impôt supplémentaire pour les contribuables. Mais pourquoi? Parce que je vous dis que moi je suis pour la mise en place d'une taxe sur les véhicules étrangers. Je suis absolument opposé. Comme ça, on ferme la France à l'étranger. Oui, personne n'entre, ne sort. Ben oui, mais oui. C'est une réalité, ça. Mais parce que vous ne croyez pas qu'ils vont continuer à venir sur nos routes? Ils contourneront la France, que ce soit les touristes et les camions. Contourneront la France, bien sûr. Écoutez, testons, voyons voir. Voilà, voyons voir. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que créer encore une taxe supplémentaire sur les entreprises françaises qui n'en peuvent plus, qui sont au bord de l'asphyxie quand elles ne sont pas d'ores et déjà asphyxiées, ça devient insupportable. Très bien. Mais c'est vrai que quand on n'a qu'un clou, toutes les solutions ressemblent à un marteau. Donc à chaque fois qu'il y a un problème dans notre pays, on le résout par une taxe ou par un impôt. Moyennant quoi, les Français ont subi une perte de pouvoir d'achat de 1 500 € en 5 ans. Question très directe. On vient d'enlever l'écotaxe. Il y a une société qui était impliquée dans cette écotaxe, c'était Ecomove. Est-ce qu'il faut lui verser 800 à 1 milliard d'euros d'indemnité? Qu'est-ce que vous feriez? Moi, d'abord, j'ouvrirais peut-être une enquête sur la manière dont on a cru pouvoir transférer à une entreprise privée étrangère le soin en quelque sorte de lever l'impôt. Moi, j'aimerais qu'il existe une enquête sur les conditions de cette signature, car je trouve cette signature éminemment, et ce montage éminemment suspect. Alors, depuis tout à l'heure, on vous entend, on ne touche pas à l'assurance chômage, on ne touche pas aux allocations familiales, on ne touche pas à l'écotaxe. On ne touche pas aux allocations familiales, ça c'est une certitude. Etc. Ah oui. Là, on dit qu'il y a 700 millions d'économies à faire sur la politique familiale. Peut-être qu'il y a d'autres secteurs où on peut les faire, ces économies. Mais on ne touche à rien. Avec Marine Le Pen, on ne touche à rien. Mais écoutez, on touche au budget de l'Union européenne. 20 milliards, c'est 7 milliards par an que nous versons net à l'Union européenne. Et qui rend combien? On arrête les plans de renflouement de l'euro qui nous ont coûté des dizaines de milliards d'aggravation de notre dette. On touche à l'immigration dont l'évaluation du coût est donnée entre 35 et 80 milliards d'euros par an. On touche à la fraude qui est évaluée elle-même au bas mot, nous dit-on, en tout cas la fraude sociale, à 20 milliards d'euros par an. Et surtout, on s'attaque au chômage, qui coûte peu ou prou 100 milliards d'euros par an. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais pas avec votre système. Votre système... Mais pourquoi votre système? Mais parce que c'est le vôtre, vous l'avez tous défendu, monsieur El Kabbach. Vous avez tous les politiques... Tous les économistes, tous les journalistes sont d'accord pour mettre en place la politique d'austérité et répéter comme des perroquets qu'il faut couper dans les dépenses. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'aujourd'hui le FMI vient vous dire, et je suis heureuse qu'il s'en soit rendu compte, que lorsque l'on fait 0,5% d'économies supplémentaires, l'effet récessif est de 0,7%. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous précipiter dans la récession. Question de Michael Darmon. On arrête quand on est raisonnable. Ou alors on est porté
porté par une idéologie qui est l'idéologie du libre-échange, l'idéologie de l'ultralibéralisme, l'idéologie de la loi de la jungle, l'idéologie du marché roi. Ça n'est pas la mienne. Et donc, je ne m'oblige pas à me soumettre à ce triangle des Bermudes. On a bien compris que vous triangulez vous aussi à votre manière. Par rapport à Ebola, on sent bien que, au virus Ebola, on sent bien qu'en France, les autorités essayent de vouloir arrêter la psychose. On dit il n'y aura pas de contamination. Marisol Touraine dit il n'y aura pas de cas, sinon je prendrai la parole pour le dire. Est-ce que vous croyez les autorités lorsqu'elles donnent ces messages? Moi, je voudrais surtout que les autorités s'attachent à arrêter l'épidémie plutôt que la psychose. Vous voyez, bah, qui est en Afrique surtout. Moi, je suis... Les mesures sont insuffisantes. Oui, bien sûr, bien entendu. Mais est-ce qu'elles sont suffisantes ou pas? Non, les mesures sont insuffisantes. Est-ce que vous croyez ce qu'on vous dit ou pas, qu'il n'y a pas de danger? Parce qu'ici, on est. Mais personne ne dit qu'il n'y a pas de danger. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'un ministre vienne pour dire qu'il n'y a pas de danger. Etc., il existe. En France, on peut répondre à tout. Il existe un danger pour une raison simple, et chacun peut le comprendre sans obligatoirement tomber dans la psychose. C'est qu'à partir du moment où les liaisons aériennes avec les pays qui sont les plus touchés, les 3 pays qui sont les plus touchés, font qu'il y a 300 personnes par jour qui arrivent sur le territoire de ces 3 pays, évidemment, on prend un risque. Alors, qu'a dit une étude récente américaine? Elle dit, si l'on stoppe les liaisons aériennes, et je pense qu'il faut d'ailleurs aussi stopper les importations de produits alimentaires de la part de ces pays... Vous voulez stopper toutes les liaisons aériennes en ce moment? Non, stopper les liaisons aériennes avec les 3 pays. Ça, vous voulez bien sûr, il faut les stopper d'urgence. Donc cette étude américaine dit, si... on le fait, il y a 25% de chances que nous soyons touchés, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas répondre à ce danger dans les 20 prochains jours. Si on ne le fait pas, il y a 75% de chances que nous soyons touchés sur notre territoire dans les 20 jours qui viennent. Alors, il n'y aura pas de contamination. Non, mais je ne pense pas que l'Institut Pasteur ait dit qu'il n'y aura pas de contamination, car on voit bien que personne n'est capable de le dire. Et l'on voit bien que ce qui s'est passé en Espagne, il a existé un cas de contamination. On arrête les vols entre la France et l'Espagne. Marine Le Pen, on a dit les pays africains, mais l'Espagne aussi, on arrête parce qu'il y a 2-3 personnes qui sont touchées. Non, mais alors il faudrait suspendre Schengen. Bon, on en revient à aux mêmes problématiques. Nous n'avons pas de frontières. Renforcer le contrôle des frontières. Il faut intervenir là-bas. Il faut à l'évidence aller aider ces pays. Aujourd'hui, l'aide qui est apportée est très en dessous de ce qui est nécessaire pour tenter de juguler cette épidémie. Il faut nous protéger par la suppression de ces liaisons aériennes et de ces importations de produits alimentaires, parce que quand on a la possibilité de passer de 25% de risque de 75% de risque à 25%, on ne peut pas se priver évidemment de cela. Et puis il faut au niveau des pays européens qu'un débat se fasse sur les conditions dans lesquelles on traite ces cas-là, parce qu'en Espagne, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a vu quand même un très grand nombre de problèmes dans un hôpital dont je vous signale qu'il était sur le point d'être fermé à raison des politiques d'austérité imposées par l'Union européenne. Et peut-être qu'ils ne servaient pas suffisamment. Et qu'est-ce que... Bon, il y a les transports aériens, les avions, etc. Je ne vous prendrai pas comme avocat, monsieur Cabage, parce que je trouve que les arguments sont un peu légers. C'est pas son métier, justement. Mais dès qu'un argument vous touche, il est léger. Et les mouvements migratoires, est-ce qu'il faut renforcer le contrôle des frontières pour réduire le flux d'immigrés clandestins qui sont déjà victimes de passeurs et de filières scandaleuses? Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent être eux aussi porteurs de Ebola ou d'autres choses? Non, mais il faut... Pour de 1000 raisons, et d'abord pour gérer le problème de l'immigration, ça fait très longtemps que nous le disons au Front National, il faut supprimer Schengen. Et moi, je pense que compte tenu de la situation, notamment du retour des djihadistes, il faut suspendre immédiatement Schengen. Nous sommes là en situation de danger grave. Et les textes prévoient la possibilité d'une suspension de Schengen en cas de danger grave. Nous y sommes. Donc il faut suspendre Schengen. Non, il faut suspendre Schengen immédiatement et il faut supprimer Schengen. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières. Les Français ont le droit de savoir et de décider qui entre et qui se maintient sur leur territoire. Ils ont le droit de décider à quelles conditions. Ça fait partie de la liberté première des peuples que de maîtriser leurs frontières. Le mauvais avocat dit à l'avocate auquel il ne donnerait aucune chance de défendre des causes auquel il tient, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, vient de dire qu'il vous traite de démagogue. Suspendre le Schengen, c'est rendre la France aveugle, impuissante, paralysée face aux djihadistes
et aux clandestins illégaux. J'ai pas compris. Vous avez compris, vous? Non, mais expliquez-moi, parce que vous avez l'air d'être en ligne directe avec... Pas du tout, avec personne. Surtout parce que moi, je n'ai pas compris comment... Permettez-moi, je n'ai pas compris en quoi le fait de suspendre Schengen, c'est-à-dire de retrouver la maîtrise de ses frontières, nous rendait aveugles. Non, parce qu'il y a de la coordination. Il y a de la coordination entre Européens, il y a de la solidarité entre Européens. C'est pas chacun se débrouille avec ses petits problèmes. J'espère que c'est une vaste plaisanterie. Car il n'y a absolument... D'abord, la coopération entre États n'est pas la conséquence de Schengen. Elle a toujours existé et elle peut toujours exister. Mais le fait de supprimer les frontières, évidemment, crée une opacité et non pas un éclaircissement de la situation. Mais moi, j'ai proposé un débat, M. Cazeneuve, que M. Cazeneuve vienne débattre avec moi sur Schengen pour nous expliquer le sens de sa phrase qu'à mon avis, personne n'a... Et puis, quelle démission, c'est incroyable. Nous ne serions donc plus capables, dans l'esprit de M. Cazeneuve, de maîtriser nos propres frontières. Nous n'en aurions plus quoi? La possibilité, l'intelligence, la capacité. Est-ce que la France aurait moi, la capacité je crois que nous avons parfaitement la capacité. Bien sûr, nous avons la capacité de protéger nos frontières. Est-ce que nous avons le contingent douanier pour protéger les frontières? Est-ce que ça ne fait pas des fonctionnaires à recruter en plus alors que l'État est en grande difficulté? Là encore, Madame Fresso, ça fait 30 ans que vous nous faites ce coup-là. Ça fait 30 ans qu'à chaque fois... Vous répondez la même chose à Mme Fresso et à ceux qui la représentent. À chaque fois que l'on propose quelque chose, vous nous dites « c'est pas possible ». Eh bien moi, je viens dire aux Français « vous pouvez espérer ». Françaises et Français, parce que c'est possible de changer la situation, c'est possible de régler un problème, c'est possible de faire les réformes nécessaires. Contrairement à ce qu'on vous dit, ne tombez pas dans le fatalisme. Il est possible que notre pays retrouve la voie de l'emploi, soit à nouveau sûr, soit à nouveau prospère. On n'est pas en campagne électorale encore. Oui, et défendre son identité. C'est possible. Et oui, mais oui, je suis désolée d'être obligée de le rappeler, parce que je vois bien ce poison du fatalisme que l'on essaye d'impulser. À chaque fois, c'est pas possible. Mais évidemment, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est si possible, Madame Fresso, qu'il y a 95% des pays du monde qui le font. Et que nous l'avons fait pendant toute notre histoire. Oui, maîtriser leurs frontières. Il y a des chansons qu'on connaît. 95% des pays du monde maîtrisent leurs frontières. La question, c'est possible. Marine Le Pen, la question, c'est possible. Est-ce possible de frapper en Syrie? C'est possible, la preuve, nous le faisons. Non, pas nous, les Américains. Syrie, la France. En Irak. La France. Mais pourquoi nous ne le ferions? Mais il faut être cohérent. Soit on lutte contre l'État islamique. Et à ce moment-là, on ne peut pas se contenter de quelques frappes en Irak. Il faut évidemment, en accord avec le gouvernement syrien, puisque c'est lui qui a le maximum d'informations sur le sujet, aller frapper la tête de l'État islamique, dont nous savons que cette tête est précisément en Syrie. Sinon, c'est incohérent. Sinon, ça n'a aucun sens. Et puis après, on s'occupera de Bachar el-Assad. Sinon, notre politique est la politique du canard sans tête. Moi, je remarque que les Américains, pour la première fois, c'est pas souvent de leur part, ont admis qu'ils avaient commis une énorme erreur. Je les en remercie d'avoir fait cet aveu. Car depuis le départ de l'affaire de Syrie, le Front National dit... insulté par tout le monde, méprisé, mais nous avons l'habitude. Bon. Les rebelles sont infestés par Al-Qaïda et par les fondamentalistes islamistes. Bon. Mais désormais, c'est Daesh qui est en train de prendre la main sur Al-Qaïda, Al-Nosra et tous les groupuscules. Mais vous pouvez les appeler comme vous voulez. La domination, c'est le califat de l'État islamique qui est en train de prendre la ville de Konabe. Mais vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ils envoient des renforts à Konabe. Les armées turques sont en face et les regardent et ne font rien. Pour cette ville qui est une ville martyre qui va tomber dans les jours qui viennent. Qui doit avoir honte de ne pas bouger? Mais qui doit avoir honte? C'est d'abord ceux qui ont armé ces fondamentalistes. Et notamment la France. Car la France a contribué à armer en Syrie et en Libye ces fondamentalistes. D'où viennent les armes très sophistiquées qui sont entre les mains des combattants de l'État islamique? D'où viennent les blindés? Soit ce sont des armes que nous avons nous-mêmes livrées en Libye ou en Syrie, soit ce sont des armes qui sont fournies par nos alliés, l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec lequel l'on refuse de rompre les relations diplomatiques, ce que je réclame depuis des mois et des mois. Il faut faire de Bachar el-Assad un partenaire
partenaire à part entière. Mais oui, aujourd'hui, oui. Parce que la diplomatie, c'est la politique du moins pire. Et très clairement, Bachar el-Assad est en lutte contre les fondamentalistes islamistes. Eh bien, je pense que le danger est si important qu'aujourd'hui, il faut, en accord avec le gouvernement syrien, on n'est pas obligé de partager ses vues, mais en accord avec le gouvernement syrien, si l'on veut mener une véritable lutte contre l'État islamique, alors il faut en passer par là. Nouvelle et dernière pause avant 11h du matin dans ce grand rendez-vous avec Marine Le Pen. Ah bah c'est-à-dire qu'il faut se battre pour parler bien sûr, surtout pour éviter de se répéter. Surtout quand on est invité d'ailleurs. De part et d'autre. Eh bien, il vaut mieux être invité. Est-ce que vous auriez attribué le prix Nobel de littérature à Patrick Modiano ? Écoutez, je n'ai pas eu l'occasion de le lire, donc je pourrais difficilement vous répondre. Voilà. Bon. Mais je vais le faire maintenant. Non, très bien. Et je vais voir si c'était justifié. Mais vous pensez... Ah oui, vous n'en êtes pas sûr. Bon, écoutez, j'en sais rien. Oui, non, mais les Nobel... On peut avoir des goûts différents. Mais bien sûr, les Nobel ont couronné un artiste de la mémoire qui a su si bien évoquer la nuit de l'occupation. C'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas lu ? Non, j'exagère. Allez. Non, mais... Et vous vous rendez compte vous-même. C'est bien. Mais c'est pas faux. C'est une sorte d'aveu. Mais c'est faux, de votre part. Non mais écoutez, question Françoise Fresson. Je ne suis pas venu ici pour me faire insulter. Non, voilà. Pas insulter, c'est des questions. Si, c'est une forme d'insulte. En tout cas, vous pourriez dire que vous êtes fiers comme nous tous de voir que la France, au moins sur la littérature, est sur le podium. Monsieur El Kabbach, je suis la petite fille d'un patron pêcheur dont le nom est inscrit sur le monument aux morts de la Trinité-sur-Mer, mort pour la France. Alors oui, votre petite vanne est pour moi une insulte. Oui, je réponds pas. Françoise Fressoz. Un écrivain français est récompensé. C'est un honneur pour la France. Et en même temps, ce qui marche en France, ce sont toutes les thématiques du déclin, même de la faillite française. Quelle est votre opinion? Quel est l'état de la France? Moi, je suis très heureuse qu'un Français soit récompensé. Il n'en demeure pas moins que la grandeur de la France, c'est d'être capable, précisément, de regarder ce qui ne va pas. Moi, je crois que la France a été considérablement affaiblie par ses élites. Je les tiens pour responsables. Et permettez-moi de rappeler ici que je considère que personne d'autre n'est responsable. Ce sont nos élites politiques qui, depuis 30 ans, ont contribué en affaiblissant l'image, en culpabilisant les Français, en n'ayant jamais de mots assez durs contre la France. Ils ont contribué à créer la situation de crise dans laquelle nous vivons. Ils en sont donc les responsables et les coupables. Et le sauveur de la France, ce sera le peuple français. C'est lui qui est en train de s'élever contre ces élites. C'est lui qui, Dieu merci, n'a plus confiance dans ces élites et qui doit et qui a entre les mains le renouveau de notre pays, la renaissance de notre pays. J'y crois énormément et c'est pour ça que j'en appelle aussi institutionnellement à la proportionnelle, que j'en appelle au référendum, au vrai, hein, pas le référendum en peau de lapin de Nicolas Sarkozy qui, quand il ne viole pas la volonté des Français, nous propose des référendums sur des sujets qui sont des sujets accessoires. Je crois que le peuple est la grande chance. Hein, le peuple est la grande chance de la France. Alors, on va venir tout à l'heure sur Nicolas Sarkozy, mais votre congrès va se tenir justement à la fin du mois de novembre, le jour même aussi d'ailleurs où le congrès de l'UMP va très certainement désigner Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP. C'est une coïncidence qui vous inspire un commentaire? Non, quelles sont les valeurs que vous allez défendre pour le Front National si on avance? J'ai pas de commentaire particulier. Ce congrès, les nouveaux mots d'ordre. Ce congrès est une respiration démocratique du mouvement. Son objectif, c'est de se mettre en ordre de bataille pour affronter les échéances électorales qui vont venir. Bon, un mouvement politique peut toujours être amélioré dans son fonctionnement. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois et on tentera de le rendre encore plus performant au prochain congrès. Quels sont les enjeux? L'enjeu, je crois que c'est d'abord d'impulser des sujets sur lesquels la position du Front National est mal connue. Je pense, et on est en pleine actualité, à l'écologie, bien entendu. Mais je pense aussi aux libertés numériques. Je pense à l'aggravation qui est spectaculaire, mais dont on entend peu parler, de l'insécurité dans notre pays. Quelles sont les nouvelles formes de combat que nous pouvons apporter pour améliorer la situation de la France et des Français. Et ainsi, les Français connaîtront des
domaines que pour l'instant ils ne connaissent pas, des solutions que pour l'instant ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre. Un congrès, c'est aussi un moment où il y a des rapports de force qui se mesurent à l'intérieur d'une formation politique. Vous l'avez dit vous-même, c'est une respiration démocratique. Est-ce que votre intention de supprimer le poste honorifique de président à vie au Front National, vous la confirmez? Non, absolument pas. C'était une rumeur canardesque. D'accord, on passe à autre chose, très rapidement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Est-ce que vous comprenez cette sorte de Juppé-mania? Parce que Juppé par-ci, Juppé par-là, il rassure, il a souffert, il a pris des coups, donc il peut être le sage. Entre la Juppé-mania et le reste, comment vous vous situez? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends d'ailleurs jamais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut faire résoudre par quelqu'un les problèmes qu'il a contribué à créer. Bon, Monsieur Juppé a eu des postes de responsabilité très importants dans notre pays. Il a échoué comme les autres. Il est un européiste, il est un immigrationniste, donc je ne vois pas comment... Immigrationniste. Oui, immigrationniste, oui. C'est un mot dur, ça. Non, c'est pas un mot dur. Ça résonne comme non, il considère que l'immigration, encore aujourd'hui d'ailleurs, est une chance pour la France. Moi, je considère que c'est un problème majeur. Est-ce qu'il ne peut pas faire la réunion du centre et de la droite contre vous, Marine Le Pen? Est-ce que c'est pas votre grand adversaire? Est-ce qu'il peut pas vous empêcher d'être présente au second tour? Ah non, je ne le pense pas. Je pense que les Français ont fait le tour de toute cette classe politique. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se renouvelle pas beaucoup. Il faut quand même admettre. Est-ce qu'il peut vous empêcher d'être au second tour? Non, mais je ne le crois pas. Je pense que nous serons présents au second tour, que le projet que je porte sera présent au second tour, parce que au-delà des personnes, au-delà des hommes et des femmes, c'est un projet qui permet un choix. Le second tour, c'est le choix. Moi, j'ai envie que les Français s'offrent ce choix. Offrez-vous le choix entre, d'un côté, on continue la mondialisation sauvage, le libre-échange total, l'immigration, le laisser-faire, laisser-passer, l'affaiblissement de notre identité, et de l'autre côté... Michaël Darmon ne veut pas qu'on termine l'émission sans poser sa dernière question. De l'autre côté, on fait le choix de la nation, du patriotisme économique, de la préservation de notre identité nationale. C'est un vrai grand choix. Vous avez exposé donc toutes vos vues et vos convictions pendant toute l'émission. Un sondage établit que 67% des Français ne font pas confiance pour gouverner. Comment vous mesurez avec cette donnée? Et la boucle vous oubliez de dire que l'ensemble des items qui ont été testés révèlent une montée assez spectaculaire de nos idées dans l'opinion. Et c'est cela que je veux voir. Car quand on n'a pas gouverné, il est évident qu'il y a des gens qui se posent des questions, bien sûr. Mais ceux qui ont gouverné, eux, il n'y a plus de questions à se poser. Ils ont été très mauvais et ils ont mis notre pays, qui était un des pays les plus riches économiquement et culturellement dans le monde, ils l'ont mis en faillite totale. Alors ceux-là, on sait. Voilà, moi, ils ne savent pas encore. Voilà. Mais je leur propose précisément de se donner la possibilité de voir ce que nous sommes capables de faire, car nous mènerons une politique radicalement différente de cette du rêve à l'ambition et l'ambition à la réalité. Il y a encore un peu de marge, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je suis absolument convaincu. Et votre certitude qu'on en reparlera ensemble démontre que vous aussi, vous pensez peut-être au fond de vous que nous avons la possibilité de gagner. Je pars donc avec une note positive. Oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Mais ne vous trompez pas sur les choix personnels. Non, ça, j'en doute pas une demi-seconde. À la prochaine.